Né à Berlin-Ouest le 26 mars 1951, Klaus Hoffmann grandit dans une Allemagne encore fracturée par les ruines physiques et morales laissées par la Seconde Guerre mondiale. Son enfance, marquée par les séquelles d'un pays divisé, s'écoule dans une atmosphère à la fois lourde et silencieuse. Très jeune, Klaus perçoit les non-dits, les tensions politiques, les regards fuyants des adultes. Il comprend instinctivement que le monde n'est pas un lieu doux ni juste. Ce sentiment ne le quittera plus jamais. Son père, ouvrier dans une entreprise de métallurgie, est un homme dur, taiseux, rigide. Il n'encourage guère les élans artistiques de son fils, préférant qu'il apprenne un métier stable. Sa mère, plus douce, tente de protéger Klaus, mais reste elle-même enfermée dans un quotidien morne. Leur modeste appartement de Berlin, à la décoration austère, devient pour l'enfant un théâtre d'observation. Klaus développe un monde intérieur riche, intense, fait de musique, de mots, d'émotions contenues. Très tôt, il se passionne pour la littérature allemande et française. Il découvre Rainer Maria Rilke, Hölderlin, puis Aragon, Prévert et surtout Jacques Brel. Le choc est immense. Il se reconnaît dans les chansons du Belge, dans cette manière de dire l'amour, l'échec, l'orgueil blessé, la tendresse à vif. Brel deviendra une source d'inspiration constante. Klaus, adolescent, passe des heures enfermé dans sa chambre à écouter des vinyles, à griffonner des vers, à rêver d'une scène où il pourrait enfin dire ce qu'il ressent. À l'école, il ne brille pas. Il est rêveur, distrait, souvent dans la lune. Ses camarades se moquent parfois de lui. Lui, il les ignore. Il préfère de loin la compagnie des livres, des vieux disques, et plus tard, des cafés littéraires de Berlin où se réunissent les marginaux, les artistes, les engagés. C'est là qu'il commence à écrire ses premiers textes. À 17 ans, il monte sur scène pour la première fois dans un petit théâtre de quartier. Sa voix tremble, mais son regard est intense. Il chante la perte, l'amour, la guerre, tout ce que les adultes taisent. Dans les années 1970, alors que l'Allemagne traverse de profonds bouleversements culturels et politiques, Klaus Hoffmann trouve dans le théâtre un exutoire. Il suit une formation d'acteur et décroche plusieurs rôles dans des films et des pièces. Mais très vite, il comprend que ce n'est pas le jeu d'acteur qui le fait vibrer, mais bien la chanson. L'idée de pouvoir incarner ses propres textes, d'habiter la scène avec ses mots, ses silences, sa musique, devient une évidence. Son premier album sort en 1975. Il y chante Berlin, l'amour manqué, la mémoire, la solitude. La critique salue un artiste singulier, hors des modes. Klaus Hoffmann ne cherche pas le tube, il cherche la justesse. Chaque mot est pesé, chaque note est le prolongement d'un frisson intérieur. Très vite, il s'impose comme un chanteur à part, un poète-musicien. Le public, surtout féminin, tombe sous le charme de cet homme élégant, à la voix grave, au regard perdu. Mais derrière cette ascension discrète se cache une fragilité immense. Klaus ne supporte pas les interviews, fuit les soirées mondaines, refuse les formats imposés par l'industrie musicale, il ne sourit pas à la caméra, ne joue pas le jeu de la promo, il veut chanter, point, et cela, dans un monde où l'image commence déjà à prendre le pas sur la substance, lui coûte cher. Les maisons de disques tentent de le modeler, de le rendre plus bankable. Lui, intransigeant, préfère rompre les contrats plutôt que de trahir son univers. Cette intransigeance forge sa légende, mais la solitude s'installe aussi. Klaus vit souvent seul, en marge, entouré de quelques amis fidèles. Il enregistre ses disques dans de petits studios, privilégie les concerts dans des théâtres intimistes plutôt que dans les grandes salles. Il refuse les tournées internationales, préférant rester proche de son public germanophone. Ce choix, admirable par bien des aspects, contribue aussi à son effacement progressif du paysage médiatique. Mais Klaus s'en moque, il ne veut pas être célèbre, il veut être vrai. Pour lui, la musique est une forme de prière, un cri silencieux, un dialogue avec l'absent. Il n'a jamais cherché à plaire, seulement à dire. C'est pourquoi son œuvre, même peu connue du grand public, conserve une authenticité rare. À chaque chanson, on sent l'homme derrière l'artiste, le cœur derrière la voix, la blessure derrière le sourire discret. Aujourd'hui encore, en écoutant ses premiers albums, on ressent cette tension entre la lumière et l'ombre. Klaus Hoffmann ne chante pas pour divertir, il chante pour survivre. Et c'est peut-être ce qui le rend si bouleversant. Derrière chaque grande œuvre se cache souvent une grande histoire d'amour. Pour Klaus Hoffmann, cette vérité a pris les contours d'une femme discrète, intellectuelle, passionnée par l'art comme lui. Leur rencontre remonte à la fin des années 1970 dans un théâtre berlinois où il jouait une pièce intimiste. Elle était assise au premier rang. À la fin du spectacle, elle s'est approchée sans mot dire, lui a simplement glissé un poème dans la main. Ce geste silencieux a scellé le début d'un amour profond, singulier, hors des normes. Elle s'appelait Anna, traductrice littéraire, francophile, amoureuse de la poésie et du silence. Pendant plus de 3 décennies, elle fut sa muse, sa confidente, sa partenaire dans l'ombre. Ensemble, ils construisirent une bulle loin du tumulte de la célébrité.
Ils habitaient un appartement modeste dans le quartier de Charlottenburg, décoré de livres, de tableaux, de plantes et de souvenirs de voyage. Ils n'avaient pas d'enfants par choix, disait-on. Leur lien était fort mais non exempt de tempêtes. Anna était à la fois un refuge et un miroir. Elle l'aidait à se recentrer, à ne pas sombrer dans ses mélancolies, mais lui demandait aussi d'exister hors de sa musique. Or, pour Klaus, tout passait par l'art. Il composait à toute heure, parfois en pleine nuit. Il pouvait disparaître pendant des jours, enfermé dans un studio ou reclus dans une maison de campagne. Anna supportait cette vie par amour, mais au fil du temps, elle s'épuisait. Dans les années 2000, alors que Klaus entame une nouvelle série de concerts en Allemagne et en Suisse, les fissures apparaissent. Anna l'accompagne de moins en moins. Elle commence à voyager seule, à se rapprocher de ses amis de jeunesse. Ils vivent encore ensemble, mais les silences deviennent plus longs, les regards plus distants. Le couple, autrefois fusionnel, devient parallèle. Klaus sent ce glissement, mais il l'accepte avec une forme de fatalisme. Il chante de plus en plus souvent la perte, l'éloignement, les amours fanés. Dans l'album Balladen, sorti en 2005, plusieurs morceaux laissent deviner une rupture en gestation. Les paroles parlent de mains qui se lâchent, de baisers absents, de lits en froid. Le public comprend, sans qu'ils le disent clairement. Quelque chose se brise. La séparation survient en 2011. Elle n'est pas brutale, mais définitive. Anna quitte leur appartement, emportant peu de choses, laissant derrière elle une bibliothèque, un fauteuil préféré et des lettres anciennes. Klaus est bouleversé. Il ne fait aucune déclaration, mais s'enferme. Pendant plusieurs mois, il ne donne plus de nouvelles, annule ses concerts, refuse les interviews. Lorsqu'il réapparaît, ses traits sont tirés, son regard plus vide qu'avant. Dans une interview accordée à un magazine culturel 2 ans plus tard, il glisse quelques mots. On ne se remet jamais d'un amour construit dans le silence. Quand il part, il emporte tout. Ce sera l'unique allusion directe à cette rupture. Depuis, Anna n'a jamais reparu dans les médias. On raconte qu'elle vit désormais à Marseille, traduisant des poèmes français pour une maison d'édition indépendante. Klaus, lui, ne l'a jamais remplacée. Il y eut bien quelques relations passagères, selon ses proches. Des femmes séduites par son aura, son mystère, sa voix blessée, mais rien de profond. Klaus semblait désormais incapable de se donner à nouveau, comme si Anna avait été sa dernière chance de vivre en dehors de la musique. Il vivait désormais seul, entre 2 concerts, dans un appartement trop grand pour un homme solitaire. Il écrivait encore, mais sans la lumière douce d'un amour à ses côtés. Cet éloignement de l'amour va de pair avec un certain retrait de la scène. Dans les années 2010, Klaus Hoffmann donne de moins en moins de représentations. Il privilégie les petites salles, les lieux alternatifs, parfois même des bibliothèques ou des galeries d'art. Il fuit les projecteurs, les télévisions, les festivals. Ce n'est pas seulement un choix artistique, c'est un repli. Il ne veut plus être vu, seulement entendu. Son public, fidèle, continue pourtant de venir. Des hommes et des femmes de toute génération, souvent marqués par la vie, trouvent dans ses chansons un miroir. Il chante l'absence avec une telle vérité qu'il devient, malgré lui, le porte-parole des cœurs brisés. Certains lui écrivent, lui racontent de leurs histoires. Klaus lit tout, mais ne répond jamais. Il garde cette distance, non par mépris, mais par pudeur. Avec les années, la douleur de la séparation ne s'efface pas. Elle se transforme, devient une matière artistique. Klaus compose encore, mais lentement. Chaque nouvel album est une pierre posée sur une tombe invisible. Il ne pleure pas en public, ne crie pas sa peine. Il la chante à sa façon, dans le silence feutré d'un piano, dans la fragilité d'un verre. Et ceux qui l'écoutent, vraiment, comprennent. Pour Klaus Hoffmann, vieillir n'est pas seulement une affaire de rides ou de douleurs articulaires. C'est avant tout l'expérience troublante de voir le monde glisser entre ses doigts, d'assister à une transformation culturelle et sociale à une vitesse qu'il ne peut ni suivre ni approuver. Lui qui a toujours vécu à contre-courant, fidèle à une idée exigeante de l'art et de la dignité, se retrouve aujourd'hui dans un univers qui valorise l'instant, la visibilité, le rendement. Ce nouveau monde, bruyant, rapide, numérique, il le regarde avec une forme d'incompréhension teintée de tristesse. Internet, les réseaux sociaux, les plateformes de streaming, tout cela l'a laissé à quai. Klaus n'a jamais eu de compte Facebook, encore moins Instagram ou TikTok. L'idée même de se mettre en scène sur ces réseaux le rebute. Ma vie privée ne regarde que moi et mes chansons parlent déjà assez, confiait-il dans une rare entrevue au début des années 2020. Son équipe, réduite à une poignée de collaborateurs fidèles, a bien tenté de le convaincre de s'ouvrir à ces outils d'art modernes. Mais Klaus a toujours refusé, pas par snobisme, par cohérence. Il continue à écrire à la main sur de vieux carnets de cuir, il enregistre ses maquettes sur cassette ou sur un vieux dictaphone. Pour lui, la lenteur est une forme de respect. Respect du mot, de la mélodie, du silence aussi. Mais dans un monde dominé par la vitesse, où l'on passe d'une chanson à l'autre en un clic, sa méthode apparaît comme un anachronisme. Même ses disques les plus récents sont difficiles à trouver.
pas ou peu diffusés sur les grandes plateformes, ils circulent dans des circuits indépendants ou se vendent après les concerts sous forme de CD ou de vinyle. Ce choix d'exclusion volontaire a fini par créer un fossé entre lui et les nouvelles générations d'artistes. Klaus les regarde de loin sans amertume, mais avec une réelle perplexité. Il ne comprend pas cette volonté de tout partager, de tout exposer. Les selfies dans les loges, les vidéos de répétition, les stories en direct, tout cela lui semble non seulement inutile, mais presque indécent. Ce qu'on garde pour soi est parfois plus fort que ce qu'on montre, aime-t-il répéter. Pourtant, malgré cette distance apparente, une partie du jeune public commence à le redécouvrir. Grâce à des passionnés, des critiques littéraires ou des musiciens alternatifs qui parlent de lui sur YouTube ou dans des podcasts confidentiels, son œuvre refait surface. Certains adolescents découvrent Mein Weg zu dir ou Was bleibt et sont bouleversés, car même s'ils refusent les codes actuels, la sincérité de sa voix traverse les générations. Elle touche au cœur, sans phare, sans posture. Des initiatives émergent. Un jeune pianiste berlinois lui consacre un album hommage. Une doctorante en littérature prépare une thèse sur la dimension poétique de ses textes. Des artistes de spoken word utilisent de ses paroles pour créer des spectacles hybrides. Paradoxalement, c'est en restant à l'écart que Klaus finit par inspirer. Comme s'il fallait du recul pour être compris. Comme si, dans un monde saturé de sons et d'images, sa discrétion devenait un cri. Mais il lui reste distant. Il ne cherche pas à revenir. Il n'accepte presque aucune invitation à des plateaux télé, refuse les émissions rétrospectives, décline les propositions de documentaires. Quand un réalisateur de renom lui propose un film sur sa vie, Klaus répond « Ma vie n'est pas un scénario, elle est un silence prolongé ». Cette phrase, d'une pudeur déchirante, résume parfaitement son rapport à la postérité. Pour autant, il n'est pas amer, seulement fatigué. Il vit dans un monde où la musique est devenue un flux, une matière jetable, où l'on consomme les chansons comme on scrolle des vidéos. Cette logique va à l'encontre de tout ce qu'il a bâti. Il ne condamne pas les jeunes artistes, mais leur univers le désoriente. Lui qui a mis des mois à écrire une seule chanson, ne comprend pas la frénésie de production actuelle. Cette logique de visibilité permanente l'angoisse. Le plus douloureux reste peut-être ce sentiment d'invisibilité, non celle de la célébrité, qu'il a toujours fui, mais celle du sens. Klaus a longtemps cru que l'art pouvait transformer les êtres. Aujourd'hui, il doute. Il voit la société fragmentée, agitée, narcissique, et il s'interroge. Ces chansons ont-elles encore une place dans cette cacophonie? Ont-elles encore un écho dans le cœur des gens? Il ne cherche pas la réponse. Il continue d'écrire, par habitude, par fidélité à lui-même. Il remplit ses carnets, compose parfois à la guitare, et envoie une maquette à un petit label indépendant. Il sait que peu l'écouteront, mais cela lui suffit. Il ne chante pas pour les foules, il chante pour les absents, pour les disparus, pour ceux qui, comme lui, ne trouvent plus vraiment leur place. Les années passent, inéluctables, et le corps de Klaus Hoffmann commence à trahir celui qui a longtemps défié le temps par la seule force de l'art. Si sa voix reste identifiable entre toutes, rauque, grave, fêlée par endroits comme un bois ancien, elle s'est aussi fragilisée. Lors de ses derniers concerts, certains fans ont remarqué que les notes hautes lui échappaient, que les silences entre les morceaux s'allongeaient, que les gestes étaient de plus lents, comme retenus par une douleur invisible. Depuis ses 70 ans, Klaus vit un rapport ambivalent à son propre corps. Jadis, fluet mais souple, il a peu à peu pris de l'âge sans réellement y prêter attention. Il ne s'est jamais soucié de paraître jeune. Les rides, les cheveux grisonnants, les mains creusées, il les a accueillis comme on accepte les saisons. Mais depuis quelque temps, la douleur s'installe. Silencieusement d'abord, puis de manière plus insistante. Il souffre notamment d'arthrite aux doigts, un comble pour celui qui a passé sa vie à jouer de la guitare. Certains jours, il ne peut plus tenir l'instrument plus de quelques minutes. Il compose donc différemment, en chantonnant les accords dans sa tête, en s'aidant de partitions anciennes. Cette limitation le rend mélancolique. Il n'a jamais eu peur de la mort, mais il redoute la perte de la capacité à créer. Ne plus pouvoir écrire, chanter, jouer. C'est là que réside pour lui le véritable effondrement. À cela s'ajoutent des troubles auditifs, acouphènes persistants, qui rendent les sessions d'enregistrement plus difficiles. Dans une interview confidentielle accordée à une radio culturelle en 2023, il a reconnu « Le silence me manque, je l'ai toujours recherché dans ma musique. Aujourd'hui, c'est le bruit qui me suit, même dans le noir. » Cette phrase résume la cruauté de son état. Être entouré de sons qu'il ne contrôle plus, lui qui avait fait du silence une matière artistique. Sur le plan physique, les déplacements deviennent compliqués. Il se fatigue vite, les escaliers sont un calvaire. Il refuse pourtant d'avoir recours à une aide extérieure. Klaus reste pudique, farouchement indépendant. Il fait ses courses lui-même, cuisine des plats simples, entretient quelques plantes sur son balcon. Il vit dans un appartement ancien, au mobilier vieilli mais chaleureux, entouré de livres, de souvenirs et de quelques objets chargés d'histoire. Une vie modeste, presque monastique. Les médecins lui conseillent de ralentir, d'arrêter les concerts, de prendre soin de lui.
Mais Klaus écoute à moitié. Il accepte certains traitements, refuse d'autres. Il ne veut pas devenir un patient à temps complet. Il préfère rester un artiste diminué, mais libre, plutôt qu'un malade soumis à des protocoles. Ce rapport à la douleur est empreint de dignité. Il ne se plaint jamais en public. Il ne dramatise pas. Il endure, en silence. Son entourage proche, très restreint, s'inquiète. Un ancien ami de scène, qui le voit encore de temps à autre, confie « Klaus a toujours été un homme de l'ombre, mais aujourd'hui, cette ombre semble l'avaler. Il parle peu, il dort mal, il vit dans une nostalgie permanente. Malgré cela, il continue à écrire, peut-être plus que jamais. Ses carnets se multiplient, il couche sur le papier ses pensées les plus intimes, ses rêves récurrents, ses souvenirs flous. Il parle à ses morts, à ses fantômes, à ses amours perdus. Écrire est devenu son dernier lien avec le monde. Lorsqu'il accepte encore de chanter, c'est à condition que la salle soit petite, le public silencieux, l'ambiance feutrée. Il n'a plus la force des grandes tournées, mais conserve cette envie viscérale de partager une émotion, même éphémère. Ceux qui assistent à ses concerts parlent d'un moment suspendu, d'une fragilité bouleversante. Klaus ne cache rien, sa voix tremble, ses mains hésitent, son regard est parfois perdu. Mais tout cela donne une humanité rare à ses prestations. Il ne joue pas à être jeune, il ne ment pas, il est vieux, et c'est ce qui le rend si vrai. Son apparence actuelle surprend parfois ceux qui ne l'ont pas vu depuis longtemps. Klaus Hoffmann n'a pas cédé à la tentation des artifices. Pas de teinture, pas de chirurgie, pas de mise en scène. Son visage est marqué par le temps, mais aussi par la poésie. Il dégage cette beauté singulière des hommes qui ont beaucoup vécu, beaucoup aimé, beaucoup perdu. Une beauté sans éclat, mais pleine de profondeur. Ce corps, qui l'empêche désormais de parcourir le monde, l'oblige à rester, à faire face à lui-même. Il ne fuit plus, il accepte. Et dans cette acceptation, il trouve une forme de paix. Une paix amère, certes, mais réelle, car même diminué, il reste un homme libre. Libre d'écrire, libre de se taire, libre de vivre à son rythme. Et peut-être est-ce là, dans cette lucidité douloureuse, que se trouve la dernière leçon de Klaus Hoffmann, celle d'un homme qui ne renonce pas, même lorsque tout vacille. Un homme qui continue à chanter, même si sa voix n'est plus aussi claire. Un homme qui croit encore que parfois, un simple murmure peut bouleverser une vie. À plus de 70 ans, Klaus Hoffmann pourrait se contenter de regarder son œuvre comme une archive, un parcours déjà bouclé. Mais ce serait mal le connaître. Car si sa vie est aujourd'hui teintée de solitude et de douleur physique, elle n'en est pas pour autant figée. Elle vibre encore, lentement, silencieusement, dans chaque mot qu'il écrit, chaque souvenir qu'il évoque, chaque note qu'il murmure. Et plus que jamais, c'est dans cette mémoire qu'il trouve un sens, une forme d'héritage. L'héritage de Klaus Hoffmann n'est pas fait de disques d'or ni de tubes radiophoniques. Il est fait de murmures, de silences, de phrases écrites à la main sur des feuilles de papier froissées, de chansons à la mélancolie tendre qui ont accompagné des milliers de gens dans leurs instants les plus fragiles. Il n'a jamais cherché la postérité, mais il l'a construite malgré lui, en restant fidèle à une ligne artistique pure, sincère, dénuée de tout artifice. Aujourd'hui, bien que ses apparitions soient rares, Klaus n'est pas oublié. Un cercle de fidèles continue de faire vivre sa musique, des fans de la première heure, mais aussi des jeunes curieux qui, au détour d'une vidéo YouTube ou d'une reprise par un artiste indépendant, découvrent sa voix et se sentent touchés, car l'émotion chez lui est brute. Pas d'arrangement pompeux, pas de posture, seulement la vérité d'un homme qui parle d'amour, de manque, de temps qui passe. Dans les universités allemandes, on commence à étudier ses textes comme on le fait pour des poètes classiques. Des articles universitaires décortiquent sa syntaxe, son usage du silence, la manière dont il travaille le motif du souvenir ou du regret. Certains chercheurs le comparent à Georges Brassens, d'autres à Leonard Cohen. Des figures du dépouillement, de la sincérité nue. Cette reconnaissance intellectuelle, Klaus la reçoit avec modestie. Il ne lit pas toujours ce qu'on écrit sur lui. Il préfère laisser les mots vivre sans les commenter. Son influence, pourtant, dépasse le cercle universitaire. Plusieurs artistes allemands contemporains, dans la chanson alternative, le théâtre ou même le cinéma, revendiquent en son empreinte. Certains vont jusqu'à dire qu'il leur a appris à oser la fragilité, à ne pas avoir honte de la tendresse. D'autres parlent de lui comme d'un mentor invisible, un modèle de fidélité à soi. Cela touche Klaus, sans le flatter. Lui n'a jamais voulu être un modèle, il voulait juste survivre en chantant. Régulièrement, des hommages sont organisés dans de petits théâtres berlinois ou dans des cercles culturels germanophones. Des musiciens reprennent ses chansons, des comédiens lisent ses textes. Loin du faste des grandes cérémonies, ces moments sont intimes, vibrants. Ce sont des veillées de mémoire, des instants de communion silencieuse, des instants où le nom de Klaus Hoffmann circule, sans tapage, mais avec respect. Et puis, il y a les lettres. Chaque mois, Klaus reçoit une poignée de courriers, souvent manuscrits, envoyés par des fans. Des confidences, des merci, des extraits de vie.
Une femme lui écrit qu'elle a traversé un divorce en écoutant Wenn ich dich verloren habe. Un vieil homme dit qu'il écoute Ich will Gesang, Will Spiel, un Tanz, chaque soir comme une prière. Une jeune fille raconte qu'elle a appris l'allemand pour mieux comprendre ses chansons. Ses lettres, Klaus les garde précieusement. Elle lui rappelle ce que son chant, même discret, a porté. Mais la question demeure. Que restera-t-il de lui, un jour, quand il ne pourra plus écrire, plus chanter? Klaus y pense parfois, il ne le dit pas, mais il prépare l'après, il trie ses carnets, note des instructions, envisage de confier ses archives à une bibliothèque universitaire. Il sait que sa vie, loin d'être tapageuse, pourrait éclairer ceux qui cherchent un autre rapport à l'art, autant à la douleur. Dans ce crépuscule discret, il continue d'être un homme de parole. Pas une parole spectaculaire, mais une parole juste, posée, réfléchie. Il n'a jamais crié, plus fort que nécessaire. Il a préféré suggérer. Et c'est sans doute ce qui fait de lui une figure à part dans le paysage culturel germanophone. Une figure fragile, certes, mais essentielle. Alors oui, la vie de Klaus Hoffmann aujourd'hui est empreinte de solitude. Il ne partage plus son quotidien avec une compagne, il n'a pas de famille proche. Son appartement, baigné de lumière pâle, est silencieux la plupart du temps. Mais ce silence n'est pas vide. Il est plein de souvenirs, de musique, de poésie. Il est habité. Klaus n'attend rien. Il ne cherche ni prix, ni reconnaissance posthume. Il vit encore, et cela lui suffit. Vivre pour lui, c'est continuer d'écrire, de lire, de respirer le monde à sa manière. C'est regarder tomber la pluie sur les carreaux, se souvenir d'un regard aimé, humer l'odeur d'un vieux livre. C'est se tenir debout, malgré tout. Et peut-être que là, dans cette fidélité à lui-même, dans cette obstination à rester vrai, réside sa plus grande force. Klaus Hoffmann n'a jamais été une idole, il est un témoin. Un homme qui aura traversé les décennies avec la même exigence. Et même si le monde ne le célèbre pas à grand bruit, il laissera une empreinte profonde. Car il aura dit ce que beaucoup taisent. Il aura chanté ce que tant n'osent ressentir. Il aura offert, sans le savoir, une forme d'éternité à la tristesse. Klaus Hoffmann, à plus de 70 ans, demeure l'incarnation rare d'un artiste qui n'a jamais trahi ses valeurs. Dans une époque dominée par le bruit, la vitesse et la surface, il a choisi le silence, la lenteur et la profondeur. Cette fidélité, qu'il a peut-être isolée, est aussi ce qui rend son parcours si singulier. Il n'a jamais voulu plaire à tout prix, seulement toucher juste. Il n'a jamais recherché la lumière médiatique mais la clarté intérieure. Sa tristesse, perceptible dans chaque mot, chaque note, n'est pas celle d'un homme vaincu. C'est la mélancolie d'un poète lucide, conscient de l'éphémère, mais convaincu que l'émotion sincère traverse le temps. Il aura aimé, souffert, écrit, chanté, et ce faisant, il aura offert à ceux qui l'écoutent une œuvre profondément humaine. Dans l'ombre, il continue de veiller. Non pas comme une figure oubliée, mais comme une voix discrète qui, pour ceux qui tendent l'oreille, a encore tant à dire. Klaus Hoffmann n'aura pas eu une vie spectaculaire. Il aura eu une vie essentielle. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si l'histoire de Klaus Hoffmann vous a touché autant que nous, n'hésitez pas à nous le faire savoir en laissant un commentaire. Vos impressions comptent énormément pour nous. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Chaque semaine, nous vous proposons de nouveaux portraits émouvants, des récits puissants et des histoires humaines qui méritent d'être entendues. Merci pour votre fidélité, votre soutien et à très bientôt pour un nouveau moment de partage.